Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 3 Pays de la Loire pour parler politique comme tous les samedis matins dans La Voix est libre avec à mes côtés durant cette demi-heure Christine Villevoisin. Bonjour Christine. Bonjour. Et notre invité, ce n'est pas un élu de la région, il est député apparenté PS de l'Aisne. Notre invité aujourd'hui, c'est René Dauzière. Installez-vous. Bonjour. Et je signale que vous venez de publier le métier d'élu local chez Seuil. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons invité, mais ce n'est pas la seule, parce que vous ne mâchez pas vos mots. Avec vous, pas de langue de bois, surtout quand on parle de l'argent et de l'argent des collectivités publiques. Christine, vous nous présentez notre invité ? Vous avez 72 ans, René Dauzière, vous êtes député, on l'a dit, apparenté PS. Vous êtes un proche de Jean-Marc Ayrault, que vous connaissez bien. Universitaire, vous êtes le spécialiste de la gestion des finances publiques et notamment des finances locales. Votre littérature favorite, ce sont les rapports de la Cour des comptes. Vous venez de nous dire que vous en avez lu un, là, dans le train, en venant à Nantes. Donc je ne mens pas. Vous avez aussi épluché le budget et les dépenses de la présidence de la République, enquêté pendant des années. En 2007, vous publiez L'argent caché de l'Élysée, puis L'argent de l'État, l'État au régime. Et il y a quelques jours, on l'a dit dans un autre style, le métier d'élu local, qu'on ne s'y trompe pas. Vous y parlez aussi d'argent, celui des collectivités locales, mais aussi celui des élus, les indemnités des élus qui cumulent les mandats. Et vous parlez en connaissance de cause, pas comme cumulard, mais les mandats, vous les avez tous faits, ou presque. Maire de Laon, conseiller général, président du conseil régional de Picardie et député politique. Donc c'est votre profession, René Dauzière. Oui, si on veut, mais avec des métiers très différents, parce que j'ai été d'abord élu local à une époque, dans les années 80, où il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas d'indemnité pratiquement. Oui, ça rapportait pas beaucoup à l'époque. Donc c'était quelque chose d'assez difficile. Puis ensuite, j'ai été député dans la majorité et dans l'opposition. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais aujourd'hui, vous en vivez bien, on peut dire ça, on y reviendra après. Mais s'agissant, oui, des députés, eux, ils ont un statut, je le détail dans mon ouvrage, dans le détail, il n'y a pas de problème. Permettez-moi simplement de corriger, je ne suis pas le spécialiste, je suis un spécialiste, il y en a un certain nombre à l'Assemblée, je peux vous dire, le président de la Commission des Finances, Gilles Carrez, le rapporteur général le sont. Oui, vous dites écrivez. Peut-être des choses que d'autres ne disent pas tout haut, et vous avez écrit tous ces livres. Rassurez-vous, on a un certain nombre de députés qui sont tout à fait des spécialistes en matière de finances publiques et qui font aussi de gros efforts, quelquefois moins médiatisés, mais de gros efforts pour réduire la dépense publique. Christine le rappelait, en 2012, vous avez écrit L'argent caché, l'État au régime. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que l'État est plus vertueux aujourd'hui, depuis quelques années? Est-ce que les efforts sont faits? Vous le constatez ou pas? Alors, oui, en ce sens qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus forte. Il y a surtout avec ce nouveau gouvernement et avec Jean-Marc Ayrault, il y a surtout eu le souci d'avoir un train de vie plus modeste que précédemment, même si antérieurement François Fillon avait commencé à faire quelques efforts là-dessus. Les ministres ont baissé leurs indemnités, non seulement, leur salaire mais je de peux vous dire, 30%. il y a quelques jours, Jean-Marc Ayrault a reçu les députés et les sénateurs de la majorité à l'hôtel Matignon. Il n'y a plus de champagne, vous savez, il n'y a plus de petits fours extraordinaires. Ce sont des On y boit du muscadet maintenant à Matignon. Il y a Matignon. du muscadet et ce sont des réceptions qui sont plus simples. Enfin, c'est symbolique, c'est exemplaire, mais c'est, je crois, important. Alors, pour le reste, en ce qui concerne par contre la diminution des dépenses publiques, on voit bien que des efforts sont faits, mais les réformes de structure restent à faire parce que l'ampleur des économies à réaliser exige naturellement que l'on fonctionne différemment. Certains vous accusent parfois d'être un petit peu populiste, tout ça, et pèse finalement pas très lourd. On n'est que dans le symbole ? Non, j'ai toujours évité d'être populiste, c'est-à-dire d'accuser de manière indifférenciée les gaspillages ici ou là. Non, je m'attaque, si vous voulez, au gaspillage, mais pas à la nécessité par exemple, d'indemnité normale pour les élus. Par exemple, nous sommes samedi, vous savez que c'est aujourd'hui le dernier jour pour les députés pour leur déclaration de patrimoine. Vous avez rempli votre déclaration ? Bien sûr, bien sûr. Et vous trouvez ça bien ?
Tout transparence. à fait. Il y a deux choses d'abord. D'abord, ces déclarations de patrimoine, on les faisait depuis longtemps. Elles étaient secrètes. Maintenant, elles seront rendues publiques en préfecture. Uniquement, tout le monde pourra les consulter en préfecture. Oui, uniquement celles on ne pourra pas les publier. Hein. On ne pourra pas les publier, non. Mais parce que la transparence n'est pas en le France, voyeurisme. en tout cas. Hein. On peut imaginer que mais les sites Internet locaux, à l'étranger pourront peut-être les publier. Non, mais les élus locaux, si vous voulez, elle ne sera même pas rendue publique. Le Conseil constitutionnel a considéré que l'atteinte à la vie privée serait trop importante pour eux. Pas pour les ministres et pas pour les parlementaires, mais enfin bon. Ceci dit, vous savez, ma déclaration de patrimoine, elle était sur mon blog en 2007, elle l'est en 2012. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de députés qui ne sont pas très contents. Il n'y a pas un problème. De cette mais transparence. l'essentiel. Et les conseillers, les présidents de conseil des départements, des conseils généraux vont devoir faire la même chose, je crois, au mois de juin. Mais et c'est parti. Ils feront la même chose. Leur déclaration ne sera pas rendue, même pas rendue publique. Mais l'essentiel n'est pas de faire une déclaration. L'essentiel, c'est de vérifier les déclarations faites en début, en fin de mandat, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'enrichissement. Or, cette mission, depuis l'origine, elle n'était pas accomplie par la commission précédente qui vérifiait, parce qu'elle n'avait pas les moyens de vérification. La haute autorité que nous avons créée aura les moyens de vérifier ces évolutions. Et le cas échéant, elle s'adressera au service. Elle aura le concours des services fiscaux. On ne contrôlait pas, on faisait confiance à la déclaration. Il n'y avait aucun moyen de contrôle. C'est une des conséquences de l'affaire Cahuzac. Hein. Oui, mais la commission n'avait même pas les déclarations de revenus des intéressés. Comment voulez-vous qu'on voit si le patrimoine a évolué de manière anormale alors qu'on ne sait même pas quels sont les revenus des gens? Donc il y a ça. Il y a aussi une déclaration d'intérêt qui est quelque chose de nouveau. Et la déclaration d'intérêt de tous les élus là, sera rendu public sur le site de la Haute Autorité, sans doute à partir de l'été. Alors, je voudrais qu'on parle d'une femme de notre région. Elle est angevine. Il s'agit de Valérie Trierweiler. On ne va pas revenir sur les épisodes que l'on a beaucoup commentés ces derniers jours. Mais vous dites, c'est peut-être une opportunité aujourd'hui. Il faut arrêter avec la première dame, ce statut de première dame, qui n'existait pas, ce statut, mais qui coûte cher finalement aux contribuables. Oui, on rappelle les chiffres, 400 000 euros pour Valérie Trierweiler, 1 million d'euros pour Carla Bruni précédemment. Et sans doute un peu plus pour Madame Chirac. Mais l'essentiel n'est pas le coût, c'est-à-dire le coût des collaborateurs qui sont à sa disposition pour l'aider dans sa fonction de première dame. L'essentiel, c'est que, au fond, c'est quoi la fonction d'une première dame? C'est de mettre en valeur son conjoint. C'est insultant pour les femmes, vous dites. Oui, tout à fait. Enfin, aujourd'hui, les femmes n'ont pas besoin, pour exister, je dirais, d'être la femme d'eux ou la conjointe d'eux. C'est très franco-français, d'ailleurs, ça. Hein, oui, tout à fait. Les femmes, aujourd'hui, ont changé par rapport à ce qui se passait du temps du général de Gaulle. Aujourd'hui, les femmes ont leur propre activité sentimentale, professionnelle. Elles existent par elles-mêmes. Donc, de mannequin, de chanteuse. Valérie Trierweiler était une journaliste. Elle n'avait pas besoin. Elles avaient un métier. Elles pouvaient s'exprimer dans d'autres domaines. Qu'elles continuent à exercer leur métier et puis c'est tout. Et puis elles n'ont pas assisté. Regardez, en Allemagne, qui connaît M. Sauer? Eh ben, personne, parce que M. Sauer, c'est le mari de Mme Merkel. Au point d'ailleurs que Nicolas Sarkozy l'avait appelé M. Merkel. Mais on ne le voit jamais. Eh bien, et ça se passe très bien. Aujourd'hui, nous votons pour un président, ou peut-être après une présidente. Nous n'avons pas besoin, si vous voulez, que nous ne votons pas pour un couple, et il n'est pas nécessaire, si vous voulez, que le conjoint, l'époux, l'épouse, le compagnon soit et là, c'est le bon moment, vous dites, il y a une opportunité peut-être pour remettre ça à plat et moderniser. Dans la mesure où ces événements, je dirais, très privés entre François Hollande et sa compagne font qu'aujourd'hui, François Hollande est seul à l'Élysée, eh bien c'est l'opportunité de pouvoir. Alors c'est aux députés de statuer sur. C'est aux députés de dire voilà. Absolument pas. Il n'y a pas de statut. Tout ça n'est qu'une coutume. Je dois dire. Donc c'est l'affaire de qui finalement? C'est l'affaire du président. D'accord. Uniquement. Tout. Uniquement. Voilà. Alors on va parler d'argent encore, on va parler de décentralisation et on le sait, les collectivités, les dotations de l'État pour les collectivités, ces dotations sont en baisse, 3 milliards d'euros. On fait comment? Comment font nos collectivités pour faire face à ces baisses de dotations? Écoutez, les dotations de l'État seront effectivement en baisse de l'ordre de cette année, en tout cas de l'ordre de 1,5 milliard ou un petit peu plus. Mais vous voyez, j'avoue que je ne comprends pas la politique de communication du gouvernement, car dans le même temps où il baisse ses dotations,
il accorde aux départements et aux régions des moyens financiers qui sont supérieurs à la baisse des dotations. Autrement dit, cette année, les départements et les régions auront en tout cas à leur disposition plus d'argent, malgré la baisse des dotations de l'État. Ce n'est pas le cas des communes. C'est pas le cas des communes, mais enfin... Bon, c'est un double discours comme celui de la décentralisation où on dit qu'il faut arrêter le millefeuille et puis le jour d'après on le dit on ne supprime pas le département. Il y a quelques couacs de communication. Ceci dit, que les dotations de l'État aux collectivités diminuent, c'est non seulement nécessaire, c'est indispensable. Quand on voit la situation... On a un beau millefeuille à l'antenne. Quand on voit, vous n'allez pas être très bien ça, ce millefeuille. Mais voyez-vous, le millefeuille que vous montrez n'est pas exactement le véritable millefeuille. Parce que la couche la plus épaisse n'est pas celle-là, c'est ça que vous voulez dire ? Non, parce que si vous voulez, il y a le millefeuille, c'est uniquement ce qui se passe au niveau du territoire communal. Les communes, les intercommunalités, qui sont de divers types, communautés d'agglo. Pour bien comprendre, vous dites ce ne sont pas les régions et les départements qu'il faut toucher. Non, parce que là, si vous voulez, c'est lié un peu à notre histoire. Le département a été longtemps le pilier, le moyen pour l'État de contrôler l'ensemble, si vous voulez, du système administratif. Ça l'est moins. Mais les compétences du département sont des compétences spécifiques pour l'essentiel, de même pour les régions. Donc on ne touche à rien, y compris à la clause de compétence générale qui permet d'arroser un peu partout département chacun de ces échelons a des compétences particulières, donc pour l'instant n'y touchons pas. Pour l'instant, parce que vous dites que si on peut qu'on s'arrête pour bien expliquer. C'est-à-dire que vous pensez que si on fusionnait deux régions, admettons qu'on fasse la région Ouest, Pays de la Loire-Bretagne, on ne fait pas d'économie. Quasiment pas. Les seules économies que l'on pourrait faire, c'est sur les frais d'administration générale de ces deux régions. Les frais de fonctionnement quand même. Ça fait du personnel en moins. Oui, mais si le personnel, c'est la gestion qu'elles ont, c'est la gestion des lycées. Leur activité, c'est la formation professionnelle et les transports express régionaux. Donc tout ça, il faudra le faire. La partie sur laquelle on peut faire des économies éventuelles en mutualisant, elle est très faible et je l'évalue au maximum à 500 millions. Pour les régions, d'ailleurs, le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas celui-là. Le problème, c'est de leurs compétences et c'est de leurs moyens financiers. Durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a complètement démoli les moyens financiers des régions. Alors, aujourd'hui, si on veut que les régions jouent un rôle, eh bien, donnons-leur compétences et moyens financiers. Au détriment du département, à ce moment-là ? Le cas échéant, mais le département, aujourd'hui, il exerce, je vous l'ai dit, des compétences d'action sociale. Le supprimer, on ne peut le faire que le jour où ces compétences seront exercées par d'autres. Et c'est là où je dis... Elles le sont par les villes dans beaucoup d'endroits. Oui, pas toujours, vous savez, pas toujours. Alors c'est l'objet du texte sur les métropoles. Il y aura ici à Nantes une métropole qui aura des pouvoirs assez considérables et qui pourra exercer sur son territoire les compétences qu'exercent les conseils généraux. Mais ce ne sera qu'une faculté. Alors qu'à Lyon, c'est devenu une obligation, enfin c'est une entente entre le Conseil général du Rhône et puis la communauté urbaine de Lyon. Ailleurs... Il faudrait qu'à Nantes, la communauté urbaine et le Conseil général fassent la même chose. Se mettre d'accord. Alors si elles se mettent d'accord, ça pourra se faire. Mais il n'est pas sûr que les conseils généraux acceptent comme ça de se priver d'un certain nombre de compétences. Donc en tout cas, les départements, on ne peut pas, vous dites aujourd'hui, supprimer les départements du jour au lendemain. Ça ne peut se faire que progressivement. Très bien. Et vous dites l'économie, elle est au niveau local, au niveau des communes. Oui. On va regarder quelques chiffres parce qu'ils sont assez intéressants, parce que c'est c'est de la culture française, la commune. Oui. C'est quelque chose qui nous est assez propre. On va regarder les chiffres. Alors d'abord, en Europe, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 73 037, vous voyez ce chiffre, communes en Europe. Oui. Et regardez en France ce que ça donne. 36 000, ça veut dire que la moitié des communes européennes sont en France. Oui. Et si on regarde le deuxième pays, qui est un grand pays également, c'est l'Allemagne, c'est très loin derrière, 13 854 communes. On va continuer à décliner, on va passer en Pays de la Loire, 1504 communes, et on va terminer avec la Belgique. 89 communes. Oui. Il y a 89 villes, communes en Belgique. C'est là que l'effort doit se porter. Oui. Alors, et là, il y a des vraies économies. On ne parle plus de 500 millions d'euros. Oui, alors c'est là que l'effort doit se porter pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit bien qu'avec un nombre de communes aussi importantes et les évolutions, c'est à peu près le même qu'à la Révolution française, et avec, il y en a 4000 en moins, c'est tout, mais avec en même temps les évolutions de population qui se sont passées, la plupart, la très grande partie de ces communes, si vous voulez, n'ont plus
la taille, les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins des habitants. Il y a 25 000 communes qui ont moins de 1 000 habitants Oui, sur 36 000, et vous avez un tiers des communes qui n'ont plus d'école. Bon, parce que, alors, donc, les communes étant trop petites ne peuvent pas satisfaire les besoins de leurs habitants. N'ayant pas de moyens financiers, elles tendent la main régulièrement aux conseils généraux, donc elles sont sous la tutelle des conseils généraux, ils n'ont aucune autonomie. Je le dis parce que, vous savez, quand on parle de regrouper des communes, tout de suite, les maires vont vous dire et l'autonomie communale. Mais il faut regarder en face. L'autonomie communale n'existe plus aujourd'hui. Vous dites même que c'est un moyen de lutter contre le sentiment d'abandon dans les communes et donc de lutter contre la montée du Front National dans certaines communes rurales. Mais tout à fait. Et donc, on a ce problème, si vous voulez, de communes qui n'ont plus les moyens de satisfaire leurs habitants. Et puis, d'où d'ailleurs l'appel aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération, aux syndicats intercommunaux simples, à vocation multiple, aux syndicats mixtes. Là, on a effectivement ce millefeuille et il représente 160 milliards. Donc, sur le même territoire, vous avez toute une série de collectivités et d'établissements publics qui font pratiquement les mêmes dépenses. C'est là que l'on peut faire des économies. Vous comprenez ? Et donc, les deux motifs, c'est parce que là, on va éviter les doublons. Il faut éviter les doublons, il faut éviter les investissements inutiles, parce qu'on en fait trop. Bon, voilà. Oui, c'est énorme. Pour se représenter, 160 milliards pour les communes et les intercommunalités, 250 milliards si on ajoute les départements et les régions, hein, c'est ça? Oui, donc les autres... oui, mais vous savez, quand on voit dans ce qui reste encore une fois, pour les départements et les régions, il y a des blocs de compétences que, de toute façon, si on fait un transfert de ces compétences ailleurs, il faudra continuer à les financer. Si vous voulez, les économies que l'on peut faire sur les départements et les régions, c'est sur les services généraux, sur la compétence générale, c'est relativement Alors que dans faible. les communes, c'est en fusionnant les communes qu'on arrivera à faire des économies? Non, je ne dis pas qu'il faut fusionner les communes. Il faut simplement que les choses soient plus claires. Il faut un chef de file. Il faut au fond un patron. Il ne faut pas que tout le monde puisse décider en même temps. Donc je dis le patron, c'est l'intercommunalité. Et les économies, elles sont de quel ordre? Non, parce qu'ils ne décident pas. Ils ne décident pas. Mais c'est une couche de plus dans le millefeuille finalement. On a gardé la commune, on a rajouté l'intercommunalité. Oui, donc est-ce qu'on n'a pas continué à engrosser le millefeuille? C'est ce qu'on a fait actuellement. Mais d'une part, si vous voulez, vous avez les intercommunalités décident des dépenses. Les communes continuent à décider des dépenses. On recrute du personnel à l'intercommunalité, on continue à en recruter à la commune, parce que les décisions sont prises de manière séparée. Ce que je propose, c'est qu'il n'y ait plus un seul pouvoir de décision, l'intercommunalité. Et qu'on vote, parce que ça peut poser aussi... naturellement, écoutez... Parce que si on prend juste l'exemple, prenons le cas de la métropole de Nantes, c'est à peu près 1 milliard d'euros de budget. C'est l'équivalent, un petit peu moins que la région des Pays de la Loire. Oui. C'est ça pèse le même poids que le Conseil général de Loire-Atlantique. Et pourtant, les gens ne votent pas pour ces élus-là. Oui, parfois ne savent même pas qui préside l'agglomération. Et ça, c'est la grande difficulté liée au succès de l'intercommunalité, puisque maintenant, toutes les communes sont dans l'intercommunalité, les budgets intercommunaux, la fiscalité intercommunale est considérable, et le citoyen n'a pas le droit à la parole. Il y a un véritable déni démocratique, là. Même si on progresse un peu sur ces élections, quand on va voter pour des conseillers municipaux qui seront fléchés pour être des conseillers communautaires. Bon, oui, c'est un gadget. C'est un gadget, on est d'accord. Un gadget. Mais on va vers quelque chose de plus démocratique. Certains de vos collègues présentent ça comme une grande avancée, une grande transparence. Non, c'est pas une grande avancée démocratique. Écoutez, rendez-vous après les élections municipales. On verra un peu si les gens ils y ont compris quelque chose. Non. Par contre, il faut effectivement démocratiser et puis répartir les compétences différemment. C'est-à-dire que les communes doivent continuer à exister, les maires continueront à exister, mais avec quand on devient président d'intercommunalité, il ne faut plus être maire, selon vous? Alors je pense qu'il vaut mieux le séparer, parce que si c'est lui qui est maire, on l'accusera d'avantager un petit peu sa commune. Donc je crois que de ce point de vue-là, il faut là aussi limiter le cumul des mandats au niveau local pour que les décisions soient mieux exécutées et puis pour que la gestion soit plus efficace. Il reste 8 minutes d'émission. Je voudrais qu'on dise un mot parce qu'on a évoqué tout à l'heure le nombre de communes. Il y a plus de 20 000 maires en France qui sont à la tête de communes de moins de 500 habitants. Oui. Quel statut pour ces élus
C'est pas facile aujourd'hui Il faut d'être bien quelques agriculteur. centaines d'euros, hein, On voit bien, rien. la plupart, le plus gros pourcentage des maires, on retrouve des retraités, parce Oui, qu'il faut du temps. oui. En deux, on retrouve des agriculteurs. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces gens-là? Eh bien, d'abord, il ne faut pas de statut. Je trouve qu'il faut un travail remarquable, il faut un travail bénévole. Mais c'est ça, d'ailleurs, le service public. 646 euros d'indemnité Oui, par mois. 646 euros. On peut éventuellement augmenter un peu leurs indemnités pour compenser les frais, mais c'est un travail bénévole. Et à ce niveau-là, il faut le dire, c'est remarquable. Et il faut que ces gens puissent être maires tout en continuant à exercer une activité professionnelle. On découvre les revenus. Éventuellement à temps partiel. Plus de 10 000 habitants, 2 471 euros Oui. par mois, et puis plus de 100 000 habitants, 5 512. 646, c'est pas beaucoup. C'est un travail à plein temps. Non, pas du tout. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Pourtant, c'est non. ce que disent tous les maires qui jettent l'éponge en disant on ne fait plus que ça. Non. Écoutez, ils exagèrent. Moi, j'en ai interrogé beaucoup. Très franchement, je leur dis, alors, dans votre semaine, c'est combien de temps? Non. C'est prenant, naturellement. On multiplie d'ailleurs avec toutes les couches du millefeuille, on multiplie beaucoup les réunions, les parlottes, là, où on fait peut-être pas grand-chose, mais où ça prend du temps des gens. Mais sur le travail très concret, si vous voulez, des maires, il existe. Vous dites, quand on est un petit maire, on peut faire autre chose à côté, mais quand on est maire d'une grande ville, du coup, on a le droit d'être professionnel, ou quasiment. Alors là, on peut l'exercer à temps plein, mais pour éviter les phénomènes de féodalité qui se sont mis en place dans notre pays, il faut que ce mandat à temps plein soit limité dans le temps. Alors à 2 ou à 3 mandats. Alors un seul mandat est limité dans le temps. Oui, et ensuite, puisqu'il y aura eu une rupture dans l'activité professionnelle de ces élus, à la fin de ces mandats, il faut leur donner la possibilité de se réinsérer professionnellement dans la fonction publique de l'État ou des collectivités locales, en faisant valoir leurs compétences. Ça va faire plein d'élus en plus, ça. Donc Comment ça va faire beaucoup d'élus en plus, donc beaucoup d'argent en plus. Non, parce que vous savez, l'ensemble des indemnités des élus, en France, c'est 1,5 milliard, tous élus confondus, sauf les parlementaires. Eh bien, ça représente sur les 250 milliards, vous voyez, ça ne représente pas une somme considérable. Il faut pas. Là aussi, c'est là où je ne veux pas faire de populisme. Il ne s'agit pas de mettre en cause les indemnités des élus. Quand vous exercez une activité à temps plein, il faut pouvoir l'exercer. J'ai connu le moment où ça n'était pas comme d'autres, au moment où c'était particulièrement difficile. Donc aujourd'hui, on a amélioré les choses, mais il ne faut pas non plus, si vous voulez, qu'il y ait des dérives. Et les dérives, c'est la course au cumul, qui est la course aux indemnités, c'est ce que vous dites quand même. Et donc là, il faut sans doute être un peu plus rigoureux. En tout cas, ça avance. La loi a été votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Des cumulards, ici, on en a quelques-uns, des connus dans la région. Jean-Marc Ayrault a été un grand cumulard quand même quand il était maire de Nantes, président de la communauté urbaine, député, président du groupe du Parti socialiste. Bon. À l'époque, c'était possible, mais il a beaucoup cumulé. Aujourd'hui, une de ses adjointes, Marie-Françoise Clergeau, est députée, questeur à l'Assemblée, est toujours adjointe au maire. Bon, elle ne rempile pas, mais elle fait partie des cumulards. Et les députés maires, alors il suffit à droite de citer Joël Guerriau, qui est sénateur maire, par exemple, à Saint-Sébastien, ou Gilles Bourdoulex, que l'on connaît bien, député maire de Cholet, qui cumule aussi avec le président de l'intercommunalité. Oui. Ça fait beaucoup de tâches. Ça. Rien ne l'interdisait. Par conséquent, on ne peut pas leur reprocher. Et Jean-Marc Ayrault restera dans l'histoire de la République le Premier ministre qui aura mis fin à ce cumul des mandats parlementaires avec un mandat local. C'était pas son idée, mais bon. C'est sans doute l'une des lois les plus importantes de notre vie politique et je crois qu'elle restera dans l'histoire. Et sur les 47 parlementaires des Pays de la Loire, Christine, combien ne cumulent pas 6 sur 47 ont un seul mandat. Effectivement, c'est pas... Vous savez, mon ami Guy Carcassonne, hélas décédé, mais qui était un grand pourfendeur du cumul des mandats, avait une très belle formule. Tant qu'il n'est pas interdit, le cumul est politiquement indispensable. Donc, il ne faut pas juger les gens qui sont aujourd'hui en situation de cumul. Par contre, la loi a été votée. Ces gens-là ont voté la suppression, enfin, ceux de la majorité, ont voté la suppression des cumuls. Donc, ils ont été capables, si vous voulez, comme disent les gens, de scier la branche sur laquelle ils sont assis, comme on le dit un peu vulgairement. Eh bien, ils ont fait preuve d'intérêt général. Les sénateurs n'étaient pas d'accord. Hein. Il y a eu une levée de bouclier au Sénat. Hein. Les sénateurs n'étaient pas d'accord. Hein. Oui, mais ça, vous savez, le Sénat, on ne sait pas sur quoi il est tout à fait d'accord aujourd'hui. Il dit
qu'il faut un mandat local pour être un représentant du peuple et des collectivités territoriales. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi ? Parce que les sénateurs sont élus au suffrage, sans doute avec un suffrage restreint, suffrage universel mais restreint, mais leurs compétences sont pratiquement égales à celles de l'Assemblée. Ils ont même un droit de veto sur les réformes constitutionnelles. Autrement dit... Et l'argument qui dit on voit tout depuis Paris si on n'a pas de mandat local, non, vous n'y croyez pas? Oh, pas du tout, parce que d'abord, on ne va pas avoir demain des gens qui se spécialiseront comme parlementaires. La carrière d'un parlementaire demain, ce sera très vraisemblablement quelqu'un qui d'abord aura été élu local, maire, et puis à un moment donné, il dira « je vais être parlementaire ». Simplement, ça se fera successivement et non pas concomitamment. Alors vous êtes un grand observateur des dépenses publiques. Qui est le plus gaspilleur aujourd'hui? L'État, les régions, les départements, l'Assemblée nationale? Écoutez, là, certainement pas l'Assemblée nationale dont le budget ne bouge pas et qui diminue en valeur, alors que c'est un budget qui regroupe la totalité des dépenses, y compris les dépenses maladie. Il n'y a pas de sécurité sociale, je dirais, de budget de sécurité sociale pour les parlementaires. Tout est dans le budget de l'Assemblée. Non, l'Assemblée a fait de très très gros efforts. Elle les poursuit. Le système des retraites aussi des députés a été... Tout est dans le budget de l'Assemblée qui ne bouge pas depuis 5 ans. Oui, donc il diminue compte tenu de l'inflation qui est faible. Enfin, ça diminue quand même. Non, là, je dirais, je parlerai pas de dépensiers, mais ou de dépenses inutiles, parce qu'on pense à ça, mais là où les plus gros efforts doivent être faits, c'est vraisemblablement dans le domaine des collectivités locales, de la sécurité sociale dont vous n'avez pas parlé, c'est-à-dire là où les budgets sont les plus importants et là où on peut faire les économies les plus importantes. Non pas des économies pour supprimer les services publics, mais pour qu'ils puissent rendre un meilleur service à moindre coût à la population. Merci beaucoup René Dosière d'avoir participé à La Voix libre. La semaine prochaine, on a un débat, hein, Christine, débat à Nantes avec 4 candidats. Hein, Pascal Chiron pour Europe Écologie Les Verts, il y aura Christian Boucher pour le Front National, Johanna Roland pour le Parti Socialiste et Laurence Garnier pour l'UMP. Débat donc avec nos amis d'Ouest France et de France Bleu. Merci beaucoup René Dosière. Tout de suite, Merci. Le journal avec Myriam Nguénor. Bon week-end, à la semaine prochaine.